Donc déjà, je voulais signaler que j'étais tout à fait intéressé par la teneur des introductions qui ont été faites, notamment alors, l'idée de construire une académie apprenante. Il se trouve que l'un des thèmes centraux de mes travaux tourne autour des communautés d'apprenance, donc ça va rejoindre en grande partie les préoccupations qui ont été énoncées. Et d'autre part, j'ai été, parce que vous voyez dans le titre, j'ai mis le mot éthique, et en fait je ne savais pas que ça allait être évoqué juste avant, et du coup ça va me faire gagner énormément de temps pour planter le décor. Alors sachant que je vais évoquer finalement les éléments qui ont été présentés tout à l'heure du côté de l'éthique, notamment en insistant sur finalement l'éclairage scientifique que l'on peut apporter concernant les besoins psychologiques de base, et notamment la posture rogerienne de l'écoute inconditionnelle. Alors du coup, je vais pouvoir complètement zapper cette partie qui a déjà été évoquée, c'est très bien parce que ça va nous faire gagner un peu plus de temps. J'apporterai notamment tout ce qui est fondamental au niveau de la reconnaissance, du sentiment d'acceptation et de la reconnaissance des compétences et de la qualité des relations interpersonnelles. Donc pour le coup, on est en plein cœur du sujet et ça tombe très très bien. Alors autre chose aussi, je suis sur un format un peu particulier par rapport aux habitudes. D'abord parce que je ne connais pas très bien le public. Donc comme tout enseignant qui est un peu inquiet, j'ai prévu énormément de choses au cas où il y aurait du silence dans la salle. Ça veut dire que je vais faire les choses par étapes. À certains moments, on aura la possibilité d'échanger. Si vous avez des choses à dire, j'essaierai d'y répondre. Si vous n'avez rien à dire, j'enchaînerai sur la suite. Donc, en fait, j'ai plusieurs fins possibles pour cette conférence. Simplement, ça dépendra en partie de l'interaction éventuelle, des questions, des interrogations, et notamment des besoins de clarification à certains moments. Alors, je vais... voilà. Je ne vais pas rester très longtemps sur les premiers aspects parce que je pense que vous les connaissez pour beaucoup d'entre vous totalement. Donc ça va être juste pour évoquer rapidement un certain nombre d'indicateurs dont vous avez certainement déjà entendu parler. Et de toute façon, comme le diaporama sera disponible, j'ai essayé le plus possible de documenter en dessous de chaque diapositive les sources, ce qui peut permettre, le cas échéant, à celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient pouvoir poursuivre les investigations, de pouvoir le faire. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir le faire systématiquement sur toutes les diapositives, mais j'ai essayé de le faire le plus possible. Donc, tout ce qui est lié aux transformations institutionnelles et finalement qui peut générer du côté des personnels une forme de mal-être. C'est-à-dire que quand on parle du mal-être dans l'éducation, on l'évoque souvent du côté de l'élève, mais il ne faut pas oublier que ce mal-être existe du côté, bien sûr, des enseignants, et j'oserais dire aussi du côté des personnels d'encadrement, comme cela est le cas dans toutes les structures, dans toutes les organisations dans lesquelles on responsabilise celui qui avait un statut au départ d'exécutant, et où, dans ces organisations, systématiquement, les corps intermédiaires, le management intermédiaire se dit « Eh bien oui, mais si eux, ils ont de l'initiative et si eux, on doit reconnaître les compétences, je fais quoi de mon métier ?» Et notamment, cette bascule, comme cela a été évoqué précédemment, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié l'introduction, dans quelle mesure on va sortir de la relation, je dirais un peu caricaturale, de ouvrier contre maître avec le contrôle de conformité, pour passer à l'idée qu'on a des individus qui sont des personnes qui sont compétents, qui doivent avoir une marge d'autonomie, et en même temps, il n'empêche que le titre reste inspecteur. D'accord ? Donc, comment on change, comment on a cette posture professionnelle, et on peut concevoir que dans toutes les organisations, quelles qu'elles soient, cette reconnaissance de l'autonomie des personnes en situation de travail est quelque chose qui pose une difficulté, je dirais, existentielle, une posture, une identité professionnelle qui est loin d'être si évidente que ça, à placer et à faire évoluer. L'histoire des organisations fait aussi que le rôle de ces personnes est susceptible d'évoluer d'une façon plus ou moins facile ou non. Je préfère laisser passer quelques anges, parce que sinon on y passerait peut-être un peu trop de temps, mais on pourra peut-être y revenir.
s'il y a des échanges par la suite. Alors, un autre aspect aussi qui correspond davantage à un certain nombre d'enquêtes internationales sur lesquelles je ne reviens pas non plus, qui, elles, sont plus centrées sur les élèves, hein, et notamment les différents classements dans les enquêtes internationales. Mais comme vous avez accès à toute cette littérature, ce n'est pas là-dessus que je vais insister beaucoup. Par contre, je vais là commencer à placer les premiers apports concernant les modèles théoriques qui concernent notamment le bien-être et la satisfaction de vie. Et donc là, c'est fait référence à un article, mais vous avez la source, hein, qui est assez récent, sur lequel on a travaillé avec mes collègues, dont certains peut-être sont déjà connus d'entre vous. Fabien Fenouillet, Charles-Martin Crum et Liona Bonniwell. Donc le bien-être subjectif, en fait, dans ces modèles, est basé sur 3 aspects. Vous avez les émotions positives, les émotions négatives, et vous avez un concept qui est la satisfaction de vie. La satisfaction de vie elle-même, en tout cas quand on s'intéresse aux élèves, hein, alors élèves ou étudiants, hein, le terme anglais était student, donc ça s'étend bien sûr, y compris pour de jeunes adultes quand ils sont à l'université ou après le bac. Donc il y a les éléments qui concernent soi, par exemple, quel regard je porte sur moi-même, qui concernent la famille, comment je me sens dans ma famille, qui concerne l'école, bien sûr, ou l'école ou l'éducation, comment je me sens à l'école, les amis, et comment je me sens avec les amis, et l'environnement, il faut l'entendre dans quelque chose de très vaste qui englobe aussi bien mon quartier, là où j'habite, si c'est une maison, la ville, l'environnement, c'est-à-dire que quand on est sur environnement, c'est pas que socio-culturel, c'est aussi tout ce qui touche à, je dirais, l'organisation très pratique du lieu et les commodités, les facilités, etc. Alors, les diapositives seront bien sûr disponibles, hein, les modalités vous en seront précisées par la suite. Alors, donc, ben ça je viens de le dire, pardon. Et le premier travail que l'on avait fait, donc, qu'on a présenté en 2014, d'où le titre un urgent appel, hein, en termes de réflexion, avait consisté à mesurer, alors je ne sais pas si on voit assez bien de loin, donc c'est une enquête qui a porté sur 1660 élèves, dont la moyenne d'âge était de 14 ans, à peu près, 14-15 ans. Et c'était en fait une collecte de données qu'on avait réalisées en plusieurs étapes dans les académies donc, de Paris, Lille, Bordeaux, en Normandie et Dordogne. Et le premier élément qui apparaît d'une façon très claire, c'est que vous avez donc cette chute de la satisfaction de vie des élèves au cours de la scolarité. Alors, ce sont des échelles relatives, hein, c'est-à-dire qu'on est parti d'un niveau qui était 0, et on aurait pu avoir une progression en positif, en négatif, mais là, on n'a pas eu de difficulté pour identifier que ça ne faisait que chuter. Alors, cette courbe, en fait, nous a permis aussi de croiser que si on prend une autre échelle qui, elle, est beaucoup plus globale sur le bien-être, en fait, on a croisé finalement toutes ces dimensions avec l'échelle globale de bien-être, et on s'aperçoit que, en fait, dans la satisfaction de vie de l'élève, c'est d'abord les questions par rapport à lui et à sa famille qui portent le plus d'importance, ensuite c'est les amis et l'environnement, et à la fin seulement l'école. C'est-à-dire que globalement, les chutes de la satisfaction de vie de l'élève ne se situent pas spécifiquement qu'au niveau de l'école. Hein. Alors c'est pas pour dédouaner, mais c'est pour remettre les choses à leur juste place. Par contre, si on regarde bien les résultats scolaires, alors là j'ai juste cité par rapport aux notes qu'on avait pu récupérer au brevet des collèges, mais on avait globalement le même rapport quand on était sur les notes, et notamment les mentions au baccalauréat. On voit que globalement, par contre, sur les résultats scolaires, c'est bien la satisfaction de vie à l'école qui va jouer, et aussi l'environnement tel que je l'ai défini, c'est-à-dire en gros le cadre qui permet à l'élève d'avoir l'occasion de pouvoir éventuellement travailler, apprendre en dehors de l'école. Donc globalement, si on peut dire, c'est que la satisfaction de vie en général est finalement assez peu en lien avec la satisfaction de vie scolaire. Il n'a pas de lien direct avec les performances scolaires. Par contre, il existe une relation entre la satisfaction de vie scolaire et l'évaluation scolaire des élèves. Autre enquête donc, que nous avions menée, toujours avec le même corpus d'élèves,
Et là, on s'est intéressé au sentiment d'efficacité personnelle. Alors, je ne vais pas le détailler maintenant, parce que j'y reviendrai tout à l'heure dans la conférence. Mais vous voyez que globalement, on observe aussi un mouvement qui est à peu près le même, à ceci près que la chute est plus marquée au niveau du collège. D'accord ? Donc, on le trouve sur le sentiment d'efficacité personnelle. Et on le trouve aussi sur le flow, l'expérience optimale. Alors, sentiment d'efficacité personnelle, pour faire en une phrase, hein, c'est est-ce que j'estime avoir les ressources nécessaires pour réussir une action, une tâche? Et le flow, l'autotélisme, c'est dans quelle mesure les activités auxquelles je suis convié en termes de tâches scolaires me procurent finalement du bien-être en tant que tel. C'est pareil, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et donc vous observez finalement que ce soit pour le sentiment d'efficacité personnelle ou que ce soit pour le flow, on est globalement sur la même courbe avec cette chute qui apparaît au moment du collège. Et là, très récemment, donc, on vient de publier les résultats d'une étude qui était sur un autre corpus, hein, où on a étudié plus particulièrement l'intérêt, donc en bleu, hein, vous voyez, c'est l'intérêt scolaire pour le français, en rouge pour les mathématiques, et une mesure globale de l'intérêt scolaire. Et donc, vous pouvez regarder qu'on a globalement le même type de courbe aussi, hein, avec donc cette chute de tout ce qui va toucher à l'intérêt au niveau du collège, et qui remonte légèrement au niveau de la terminale, première terminale. Alors, on a essayé d'interpréter, c'est toujours pour l'instant, on est, je dirais scientifiquement, on observe. Après l'interprétation, ce serait peut-être lié au fait qu'à partir du lycée, la possibilité d'avoir une orientation à peu près choisie pour beaucoup d'élèves, la proximité aussi éventuellement pour certains de se projeter sur une future carrière, une orientation, ça peut redonner du sens à certains apprentissages scolaires, ce qui n'est peut-être pas le cas quand on se situe au niveau du collège, où l'élève va à ce moment-là de son développement personnel être davantage dans quelque chose qu'il a l'impression de subir, plutôt que quelque chose dans lequel il voit à quoi peuvent servir certains enseignements. À minima, on peut avoir certains élèves qui, en première et en terminale, se disent « je vais à l'école ou je vais au lycée pour avoir un diplôme qui me permettra de faire quelque chose ». Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément sur une motivation intrinsèque fortement marquée, mais on peut avoir certaines régulations extrinsèques qui vont jusqu'à comprendre la valeur du comportement, voire comprendre la valeur de l'objectif. Et donc on reste malgré tout sur une motivation autonome. Ce qui est peut-être moins le cas quand on est au niveau du collège ou pour l'adolescent à ce moment-là, on est davantage sur une motivation contrôlée par l'extérieur. Donc ça, c'était un premier élément. Je dis que je n'allais pas me sentir trop. De toute façon, si vraiment il y a des questions, on reviendra là-dessus. Un autre aspect sur lequel je voulais faire aussi dans le panorama du pourquoi, c'est-à-dire c'est d'entrer davantage sur certains aspects qui sont liés au fonctionnement neurobiologique et notamment aux effets du stress sur à la fois la cognition mais aussi sur le comportement. Alors vous devez connaître plus ou moins, hein, puisqu'il y a eu notamment le SynLab qui a mis en ligne certaines vidéos sur les effets du stress. Alors, bon, je pourrais détailler si vraiment ça vous intéresse, mais là juste passer sur le fait que en état de stress, alors vous savez qu'il y a deux types de stress, hein. Il y a le stress tout à fait, je dirais, normal. Je veux dire, s'il y a un tyrannosaure qui arrive dans la salle, il vaut mieux que d'un seul coup, on ait cette cascade d'hormones qui fait que ça va bloquer la cognition, activer les zones vitales, notamment l'afflux sanguin vers les muscles pour qu'on puisse partir en courant. Et c'est mieux. Hein. Et si on a couru assez vite, dès qu'on est à l'abri, on va pouvoir se calmer et reprendre un état tout à fait normal. Et là, c'est un stress qui est plutôt positif et salvateur. La difficulté, c'est quand on est face à un stress qui est soit très long, soit très élevé, mais très régulier, qui ne permet pas d'avoir les périodes de récupération. Puisque là, on va passer sur quelque chose qui, progressivement, va devenir pathologique, tout simplement parce que les fonctions vitales, finalement, de l'organisme vont être orientées vers des zones
du corps, et notamment une certaine zone du cerveau ne vont plus fonctionner de la même façon. Et notamment sur ces aspects-là, c'est ce qu'on observe, hein, notamment en situation de stress particulier, notamment pour des soldats ou pour, par exemple, les groupes d'intervention du GIGN, où à un certain moment, le stress est tel qu'on est à 40-50% des capacités cognitives qui fonctionnent encore à peu près correctement. Et avec un risque fort d'un problème au niveau du jugement éthique, qui n'est pas lié à la personne. C'est à ce moment-là, les fonctions qui régulent ces aspects-là, notamment toutes les fonctions limbiques, sont totalement inhibées, et à partir de là, ça pose effectivement des problèmes sur la façon d'agir, voire l'incapacité d'agir, et sur le risque finalement d'avoir un comportement qui, pour le coup, n'est pas un comportement éthique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces conditions-là, en fait, c'est un fonctionnement biologique qui fait que finalement, ce comportement n'est pas un comportement volontaire, qui échappe, mais je ne dirais pas au sens philosophique, c'est au sens biologique qui échappe à tous les traitements habituels cognitifs qui peuvent réguler le comportement. Alors bien sûr, tous les élèves ne sont pas forcément dans un stress post-traumatique aussi élevé que peuvent l'être certains militaires, hein. Mais on peut bien voir que dans certaines conditions, on a des élèves qui vivent l'école comme un stress permanent. Je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que de jeunes enseignants parachutés dans certaines zones qui quelquefois ne sont pas si faciles peuvent vivre assez mal la situation d'être casque bleu dans une zone ennemie. Et donc peuvent aussi, eux, avoir un problème au niveau du fonctionnement cognitif qui fait que leur capacité à estimer les situations, à analyser les informations qui leur surviennent vont poser problème, voire même avoir des comportements qui, sur le plan de l'éthique, peuvent être, les mettre en difficulté. Hein. Et ça, le stress prolongé va créer ce genre de situation. Je ne vais pas décrire, vous connaissez certainement hein, adrénaline, noradrénaline, cortisol, hein, donc c'est ce qui va déclencher la réaction, donc fuir ou combattre. Et puis les effets sur la gestion des émotions, le raisonnement, le jugement éthique, la mémoire, capacité de mémoire, hein, ce qui fait que même des connaissances antérieures, qui en situation tout à fait paisible peuvent revenir facilement et être mobilisables pour des apprentissages, à ce moment-là ne vont pas pouvoir l'être. Et puis bien sûr sur le langage, puisqu'on peut avoir aussi des excès de langage qui ne sont pas tout à fait ceux qu'on a l'habitude de tenir habituellement, et avec tous les effets sur l'apprentissage. Dans l'autre sens, au niveau du fonctionnement du cerveau, donc pas de stress, donc on va avoir davantage des aspects comme l'ocytocine, hein, qui joue terriblement sur tout ce qui est lié à l'attachement, à la confiance, hein, et donc ça a été évoqué un peu tout à l'heure. La dopamine, donc elle va jouer notamment sur un état plutôt de bien-être, hein, et la sérotonine, hein, c'est tout ce qui est lié aux hormones du bien-être, ce qui sont finalement, on pourrait dire, des drogues douces naturelles autoproduites par le cerveau qui ont le même effet qu'un certain nombre de produits qui sont beaucoup plus illicites. Donc c'est pour ça que quand on est heureux, ça coûte moins cher. Donc, ce qui fait qu'au niveau des gestions des émotions, au niveau de la confiance, donc j'évoque notamment avec l'ocytocine, le plaisir, la capacité de raisonnement et notamment la créativité. Le fait d'avoir un développement cognitif et une capacité à analyser les informations de façon beaucoup plus sereine, le fait d'avoir le fonctionnement de la mémoire qui fonctionne correctement avec le rappel de toutes les connaissances antérieures, va avoir un effet particulier sur... et puis le fait, quand on est en confiance, de penser qu'on a le droit à l'erreur. Et donc, on n'aura pas peur d'énoncer un quelque chose qui est peut-être, par rapport à une pensée ambiante, un peu à côté. Et finalement, c'est ça un peu la créativité. Hein, donc, certains disaient l'innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Hein. Donc, quelque part. Donc, et langage, apprentissage qui fonctionne mieux. Alors, je vous renvoie aussi, et là je ne veux pas forcément me pesantir parce que ce n'est pas tout à fait mon champ de prédilection ou d'expertise totale, sur un article qui est paru, alors c'est dans un article de vulgarisation, hein, puisque c'est Sciences et Avenir, mais qui est relativement intéressant, puisqu'en fait, vous savez qu'on découvre de plus en plus, notamment avec tout ce qui est lié à la capacité, à l'imagerie cérébrale, pardon, je cherchais le terme, on découvre de plus en plus de moyens d'investiguer le fonctionnement du cerveau, et vous avez notamment cet article
donc je rappelle de vulgarisation, mais qui est relativement bien documenté, qui permet de voir justement dans quelle mesure l'éducation, notamment chez les tout-petits, va modifier la structure du cerveau. Alors on peut se dire, c'est une bonne nouvelle, la seule chose c'est qu'on s'aperçoit que toutes les connexions qui ne pourraient pas être réalisées très tôt vont quelque part obérer un certain nombre de capacités dans le reste du développement du cerveau. Alors, il ne faut pas tirer, des conclusions hâtives, puisque vous savez que la plasticité du cerveau fait que même après des accidents graves chez un adulte, on a des fonctions cognitives qui se recomposent, qui se reconstruisent, y compris quand il manque certains morceaux. Alors, il ne faut quand même pas qu'il en manque trop. Mais voilà, donc il y a quand même des possibilités. Parce qu'en dessous, on voit ce que ça produit après. Non, je ne peux pas le dire. Donc, mais c'est important de voir que de plus en plus, on voit ces aspects. Alors, pourquoi j'énonce ces choses-là? C'est parce qu'en fait, on arrive maintenant à un modèle de l'architecture du bien-être psychologique où un certain nombre de chercheurs estiment qu'en fait, il y a une partie qui est biologique dans le fait qu'on puisse accéder au bien-être psychologique ou pas. Alors, c'est toujours très embêtant de le présenter comme ça, puisque vous voyez bien que, quelque part, j'ai indiqué juste avant qu'un certain nombre de ces fonctions biologiques étaient directement liées au climat dans lequel se déroule l'éducation, pour faire vite, et donc, mais c'est pour dire que dans le comportement, il y a une bonne partie des choses qui finalement est régie par des fonctions biologiques et qui finalement font que ça échappe en partie à notre conscience. Alors, ça n'excuse pas, mais ça peut permettre d'expliquer. Un autre aspect aussi, c'est de remarquer que la pression de l'environnement, on pense que l'environnement socio-démographique va effectivement jouer dessus, mais finalement sur une part qui est beaucoup plus réduite que ce qu'on pouvait imaginer. Et par contre que l'activité intentionnelle a une part très importante. Et donc c'est là où on peut l'imaginer compenser, puisque par l'activité intentionnelle, je vais, si j'apporte la posture bandurienne, on est à la fois produit et producteur de son environnement, comme le dit Bandura. Ça veut dire que de par mon activité intentionnelle, je vais agir sur mon environnement, mais je vais agir aussi sur cet environnement qui, à certains moments, va avoir des effets sur les fonctions biologiques qui peuvent favoriser ou inhiber un certain nombre des capacités cognitives, des capacités affectives, et puis on verra par la suite les capacités cognitives aussi. Voilà, donc ça c'était vraiment pour planter le décor, et puis maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur les objets qui sont davantage les miens. L'environnement optimal d'apprentissage. Alors bien sûr, je vais commencer par définir tous ces termes, puisque optimal, c'est quelque chose qui peut faire particulièrement peur à certains collègues. Oui, la première chose, c'est que déjà on bute, pour tous ceux qui ont appris avec la méthode globale, sur le nom de l'auteur, qui a été présenté au dernier congrès mondial comme un engin de torture pour tous les étudiants qui veulent énoncer son nom. Donc, c'est Csikszentmihalyi. En fait, c'est d'origine hongroise et textuellement, ça veut dire l'église Saint-Michel. Szent-Michael, c'est Saint-Michel, et c'est le nom d'un village, où j'imagine qu'il y a une église Saint-Michel aussi d'ailleurs. Et son prénom c'est Mihail, donc d'origine hongroise. Bon, l'avantage c'est quand on le connaît, on peut l'appeler Mike, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc le flow, et je reviendrai davantage dessus par la suite. Alors j'ai pas mis du compteur, mais il faut que je fasse attention quand même. Ça fait vraiment 21 minutes que je parle. Ouf. On va pas arriver au bout. Alors non, je vais aller, c'est pas grave. Donc le flow est un état d'épanouissement lié à une profonde implication et au sentiment d'absorption que les personnes ressentent lorsqu'elles sont confrontées à des tâches dont les exigences sont élevées et qu'elles perçoivent que leurs compétences leur permettent de relever le défi. Alors je reviendrai après par la suite dessus. Donc le flow est décrit comme une expérience optimale parce qu'en fait il y a cet équilibre optimal entre défi et compétences, ou entre la tâche, les exigences de la tâche et les capacités. Et donc, les personnes sont profondément motivées à persister dans cette activité. Et donc, je donne tout simplement la définition suivante. C'est en tant que tel, un environnement d'apprentissage qui soutient le flow est un environnement optimal d'apprentissage. Tout simplement.
Et donc, c'est comment concevoir un environnement optimal d'apprentissage. Alors, en ce qui me concerne, je travaille sur des communautés de très grand nombre pour modéliser. Donc, mais bon, peu importe, c'est pas le plus important ici. Et donc, j'en viens à un des premiers points sur lequel je vais attirer votre attention, c'est en fait le principe de la communauté d'apprenance. Et je rejoins une injonction qui a été faite par l'institution dans la bouche de l'inspecteur général, la reconnaissance du sujet social sachant. Pas facile. Alors, je me situe dans le courant récent de la psychologie positive, donc qui est défini. Alors, je fais juste attention, un petit bémol, c'est en fait, on est dans un champ de recherche fondamentale. Je reviendrai un peu peut-être s'il y a besoin. C'est pas Businessland, hein, c'est vraiment un champ de recherche scientifique. Et en fait, le terme psychologie positive en lui-même pose difficulté, puisqu'il donne lieu à des interprétations qui n'ont rien à voir, et il donne lieu à des commerces qui n'ont rien à voir non plus avec le champ de recherche. Donc on est plutôt, si on avait voulu mettre le terme exact, hein, c'est en fait la recherche fondamentale concernant l'expérience subjective positive. C'est-à-dire comment les individus ressentent positivement le résultat de certaines expériences, sachant que les effets de cette expérience subjective peuvent être délétères pour les personnes comme pour leur entourage. D'accord ? On pense à certaines passions, par exemple, qui peuvent être des passions obsessives et qui peuvent avoir des effets tout à fait, entre guillemets, négatifs pour la personne ou pour ceux qui sont autour de lui. Voilà. Et donc on est sur l'étude scientifique des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Alors c'est important puisque c'est un champ de recherche fondamental mais qui se veut aussi relativement appliqué dans la mesure où le travail s'organise sur 4 domaines globalement. Vous avez le domaine, alors le premier domaine c'était celui de la santé, progressivement celui de l'éducation, la santé, l'entreprise, l'éducation, et de plus en plus considère que c'est l'éducation qui est le champ prioritaire. Puisque le 4e domaine, c'est celui de la responsabilité sociale, sociétale, tout ce qui est lié à la citoyenneté. Et donc, ce qui apparaît de plus en plus dans la communauté scientifique, c'est que l'un des moyens de faire évoluer ces aspects-là, c'est d'abord prioritairement par l'éducation. Donc avec mes collègues, on a étendu ce champ sur un axe spécifique concernant l'éducation et la formation. Donc vous voyez que j'ai repris très simplement le début, hein, l'étude scientifique des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal. Pour les individus, donc on est sur les apprenants, les personnels. Alors apprenants, bien sûr, on est aussi bien sur des élèves que des étudiants, que la formation tout au long de la vie. Ça ne se limite pas que au champ du système éducatif initial. Excusez-moi. Les personnels de l'éducation ou de la formation et autres parties prenantes de l'éducation ou de la formation tout au long et tout au large de la vie. Donc là, a priori, je pense qu'on n'a pas oublié grand monde. Ensuite, vous avez les communautés réelles comme virtuelles dans lesquelles ils travaillent ou apprennent. Alors ça, c'est une autre spécificité, c'est que le champ dans lequel je travaille, le laboratoire Tribune Cyrel, en fait, nous sommes sur sciences d'éducation et formation des adultes, ce qui veut dire qu'on ne restreint pas du tout nos activités au champ du scolaire. Et on est plutôt sur l'idée qu'apprendre, c'est le seul métier durable, hein, pour reprendre la phrase de Hélène Trocmé-Fabre. Et donc, apprendre tout au long et tout au large de la vie. Vous retrouvez dans l'expression les termes de Philippe Carré, pour ceux qui connaissent, hein, qui est un des organisateurs de ce champ de recherche. Et puis ensuite, donc, les systèmes, organismes ou environnements d'éducation ou de formation ou de travail. Alors, l'idée qui est sous-jacente, c'est que avec les outils sur lesquels on va travailler et mettre au point, notamment, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir dans la journée, sur un certain nombre d'échelles de mesures psychométriques qui permettent de construire des indicateurs, notamment pour faire des tableaux de bord, éventuellement des tableaux de bord qualité, si vous voyez comment ça peut être très appliqué. C'est qu'en prenant, entre guillemets, la température des individus qui sont dans le système, ça permet de renseigner sur la façon dont les groupes vont pouvoir ou non travailler ensemble, et de renvoyer l'information vers ceux qui sont les responsables de la régulation du système, pour qu'ils puissent
à la fois mesurer les effets de leurs actions, mais aussi essayer de qualifier et de quantifier dans quelle mesure leurs actions peuvent être efficaces et permettre une amélioration. Donc ça, c'est la visée pragmatique, finalement, de ce champ de recherche fondamental. Je ne vais pas m'étendre très longtemps, parce que c'est un rapport qui vient de sortir, et dont je vous recommande la lecture, qui était assez intéressant, mais peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà très bien. Donc il est sorti le mois dernier, je crois, de mémoire. Donc sur l'OCDE, sur les indicateurs de l'OCDE, pardon, qui indique notamment que, en tout cas à l'échelon européen, le fait finalement d'avoir la formation tout au long et tout au large de la vie, notamment d'obtenir des diplômes universitaires, a pour effet donc de favoriser l'insertion professionnelle, de gagner plus d'argent. Mais un autre aspect qui avait rarement été étudié, c'est notamment par rapport à la dépression et le taux de morbidité, où ils font un lien entre finalement le niveau d'éducation ou le niveau de diplomation et le fait que avoir un travail et avoir une qualité de vie, au moins les ressources pour permettre de s'en sortir dans la vie, ça a aussi un effet sur les aspects liés à la dépression. Donc, du coup, la question, c'est apprendre tout au long et tout au large de la vie, quel champ pour la recherche? Alors, Philippe Carré nous indique que, bien sûr, on est sur une nouvelle déclinaison du savoir, hein, le vouloir apprendre, savoir apprendre, pouvoir apprendre, mais qu'en fait, il y a 3 conditions pour pouvoir y parvenir. Parmi ces 3 conditions, déployer une écologie de l'apprenance, donc finalement l'axe politique au niveau de l'académie, de dire faire une académie apprenante, on est un peu dans ce champ-là. Et puis, comprendre les motivations à apprendre. Je n'aurai pas le temps d'évoquer aujourd'hui avec vous les compétences d'auto-formation, hein, qui sortent peut-être un peu du système scolaire en tant que tel, mais on aurait pu travailler sur l'auto-formation éducative, qui est un champ particulièrement intéressant et qui rejoint finalement la posture rogerienne aussi sur la façon de permettre le développement des personnes. Donc je vais commencer sur un petit rappel, alors pour l'écologie de l'apprenance, hein, pardon. Donc les 3 composants fondamentaux du fonctionnement psychique, donc vous avez le domaine affectif, cognitif, conatif. Je me permets juste de rappeler rapidement, hein, pour celles et ceux qui en auraient besoin, l'ensemble des processus psychiques permettant l'interprétation émotionnelle des perceptions, des informations ou des connaissances. Généralement, c'est associé à la question « Que provoque chez moi cette information ou cette connaissance ?» Si on est sur la cognition, l'ensemble des processus psychiques permettant d'aboutir à la compréhension ou à la connaissance, généralement elle est associée à la question « Que ? Qu'est-il arrivé ? Que se passe-t-il en ce moment ? Quel est le sens de cette information ?» Un terme qui peut être moins usité, qui est la conation, qui est en fait l'ensemble des processus psychiques permettant d'aboutir à l'action. Alors bien sûr, le découpage formel dans ces 3 domaines pourrait laisser entendre qu'il n'y a pas d'interaction, ce qui est totalement faux. C'est juste que le champ de recherche est tellement vaste que généralement, en tant que chercheur, on est plutôt spécialisé sur l'un des 3 et rarement complètement aussi fortement sur les 3 en même temps. Mais la conation, en fait, réfère au comportement lié à la connaissance et aux affects, et c'est généralement la question du pourquoi, et c'est notamment tout ce qui va toucher à la motivation ou aux théories de la motivation que je vais évoquer d'ici peu. Et en ce qui me concerne, je m'intéresse plus particulièrement à la persistance à vouloir comprendre avec les autres. Si je paraphrasais Philippe Carré, ce serait apprendre seul ou comprendre seul, mais jamais sans les autres. Et c'est donc la perspective sociale conative que j'aurai l'occasion de détailler tout à l'heure avec vous. Donc l'apprenance, c'est la définition de Philippe Carré, ensemble stade de disposition, donc affective, cognitive, conative, donc maintenant, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Favorable à l'acte d'apprendre, là vous voyez dans sa définition, Philippe Carré dépasse très largement le système éducatif formel, puisqu'il englobe absolument toutes les postures possibles et imaginables. Je pense que même apprendre à lire sur un trapèze volant en fait partie ici. En ce qui me concerne, je vais parler des communautés d'apprenance. Vous voyez que j'ai fait très peu d'efforts en fait. J'ai juste rajouté communautés favorisant l'émergence, la croissance ou le maintien de l'apprenance. Et donc ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à créer ces conditions-là pour que ça puisse exister. Et c'est en faisant l'étude des communautés d'apprenance qu'on arrive donc à mieux comprendre
le déploiement de l'écologie de l'apprenance. Ce qui me pousse à interroger la forme des collectifs pour apprendre. Alors j'aime bien la première citation, j'attire votre attention sur la date. Parce que généralement, quand on a des étudiants qui ont appris dans le cours précédent que tout avait commencé dans les années 80 avec Piaget et Vygotsky, ils sont un tout petit peu surpris. Donc c'est Ibn Khaldun, c'est le père de la sociologie moderne. Hein. Bien sûr, ça se passe au moment des lumières arabo-perso-musulmanes. Vous savez, le moment où chez nous, c'est un peu plus l'obscurité. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la Renaissance, c'est quand, grâce à eux, on va trouver la lumière en retrouvant tous les écrits de l'Antiquité qu'ils avaient préservés dans les bibliothèques. Donc, je trouve cette phrase étonnamment moderne. Alors, j'ai eu la citation donc, en arabe que j'ai fait traduire par 3 collègues universitaires qui ne se connaissent pas, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, parce que je trouvais tellement surprenant la modernité de cette phrase que je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur d'interprétation possible. Et ils m'ont tous les 3 confirmé que non, c'était tout à fait ça. Alors des fois je la mets, la citation en arabe, mais le problème c'est qu'il m'est arrivé de la coller à l'envers et je ne m'en rends pas compte, et du coup ceux qui savent lire l'arabe ça les fait rire, donc je ne la mets pas tout le temps. On apprend seul mais jamais sans les autres, donc ça c'est Philippe Carré, hein. Apprendre c'est quelque chose de l'ordre de l'intime, mais on ne peut pas le faire correctement sans d'abord la nécessité d'une mise en mots, puisque sans cette mise en mots on n'est jamais sûr d'objectiver ce qu'on a compris. Et ensuite, sans voir la tête de l'autre, quand on énonce ce qu'on croit avoir compris, et en fonction de son attitude, ça nous renseigne sur le fait que ça a du sens ou pas. Un peu moins, donc j'emprunte aux sciences de gestion, et ça me semble important, puisque, vous voyez, les 2 premières citations peuvent laisser entendre que le groupe, c'est l'alpha et l'oméga de l'apprentissage. Or, si vous avez été enseignant, formateur, si vous avez eu à mener quelque action, il ne suffit pas de mettre les gens en groupe pour qu'ils travaillent, hein. On est d'accord? D'ailleurs, quand on parle de travail collaboratif, moi, ça me fait toujours très sourire. La seule chose dont on est à peu près sûr, c'est qu'on va créer une situation collective. Peut-être, il y aura de la coopération, c'est-à-dire ils vont se partager le travail, et puis après, ils mettront tout bout à bout, c'est déjà pas mal. Mais savoir si le travail est collaboratif, en fait, on ne le sait qu'après, quand on regarde comment ils ont travaillé. D'accord? Donc, vous savez, c'est un peu comme les plateformes pour les technologies. On fait des plateformes collaboratives. Mais bien sûr, tout le monde sait que c'est l'outil qui fait la collaboration. Hein. Vous avez plein d'exemples que ça ne marche pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut jamais empêcher les gens de collaborer. On ne peut pas les forcer à le faire, mais on ne peut jamais les empêcher de le faire. Et au besoin, ils le font très bien en dehors de l'institution. Donc, n'avoir aucun a priori dogmatique sur la forme des collectifs pour apprendre. Alors David Hatchwell considère qu'en fait, c'est pas une condition, hein, le groupe. En fait, c'est une résultante des actions, et notamment des actions individuelles. Alors je voulais faire sur les communautés, mais je vais passer beaucoup plus vite. Les différents types de communautés, communautés d'intérêt et diffusion d'informations, communautés de pratique, l'identification des flux de connaissances, communauté de projet, c'est ce que vous êtes censé faire pour faire votre projet académique, donc vous voyez bien comment ça marche. Et ensuite, la création collégiale des connaissances, les communautés épistémiques, c'est-à-dire comment on réunit des personnes qui ont des points de vue ou d'expertise, et on espère organiser une forme de consensus. Pour ma part, je travaille notamment actuellement plutôt sur les formes des communautés épistémiques massives, mais comme on est déjà très en retard, je ne vais pas trop m'attarder. Juste donner un exemple, parce qu'il est assez parlant. Foldit, donc c'est un jeu à vocation utile, qui a été créé par des chercheurs, alors je vais relire pour ne pas me tromper. Donc ces chercheurs, David Baker de l'Université de Washington, et un de ses collègues, Zoran Popovic, qui en fait butent sur un problème particulier qui est lié à la réplication et au pliage de certaines protéines qui permettent notamment de lutter contre le sida. Et c'est un problème sur lequel les capacités de traitement des ordinateurs actuels ne permettent pas de résoudre la chose. Donc ils en ont fait un jeu, et ce jeu, en fait, ils ont proposé à des communautés de gamers amateurs de se joindre pour résoudre le problème, et ce problème sur lequel on butait depuis une dizaine d'années a été résolu en 3 semaines. D'accord ? Et surtout, ce qui est très amusant, au-delà du détail, c'est que
Ça a donné lieu à une publication scientifique dans une très grande revue internationale, Nature notamment, et que c'est la première fois, à ma connaissance, au monde où la communauté, les équipes de joueurs sont citées comme co-auteurs d'un article scientifique. Alors, je ne sais pas si vous voyez le renversement total par rapport à la science qui invente, je vais dire un raccourci, des connaissances, et des connaissances qui sont transmises par des enseignants à des élèves qui doivent les apprendre. Là, on est dans un système où, finalement, c'est une espèce de coopération, de collaboration, là pour le coup, réelle, d'individus qui ne sont pas des chercheurs, qui ne sont pas des scientifiques, et qui ont contribué à faire avancer la science par leur participation. Donc vous voyez qu'on est sur une inversion totale des ordres de production de connaissances qui comptent massivement sur des individus qui ne sont pas scientifiques. Voilà. Donc là, on est en train de produire un ouvrage avec mon collègue Olivier Lesvarias, qui est un spécialiste en France de l'activité scientifique des non-scientifiques. Et on est sur la notion de e-learning informel. D'accord ? Juste, c'est le collègue qui a créé la Nuit des étoiles, par exemple. Vous voyez, voilà. Un des rares collègues chercheurs en sciences de l'éducation, qui est astrophysicien, par ailleurs, dont un des astres qui tourne une comète a son nom à lui. Et pour nous, on a encore du travail à faire pour y arriver. Alors, bon, vous connaissez forcément zone proximale de développement, donc je ne vais pas passer très vite. De toute façon, vous l'aurez sur les diapositives s'il y a besoin. L'idée que les zones noyaux deviennent les éléments qui permettent aux autres d'être experts. Alors moi, ce sur quoi je veux insister, c'est que les performances du groupe sont potentiellement supérieures à la somme des performances individuelles, parce que vous êtes bien placé pour savoir que ça ne marche pas tout le temps. Donc on est sur le phénomène de la cognition distribuée et de l'étayage, ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Donc ça, c'est un élément important. J'ai terminé de planter le décor. Jusqu'ici, je vois que vous êtes encore là, vous n'avez pas le choix. Quoique le recteur et la directrice sont partis, peut-être... Et puis vous avez déjà émargé. Donc, les théories de la motivation. Donc, motivation, Fabien Fenouillet. Alors, il y a une définition courte actualisée. Donc, la motivation est ce qui explique le dynamisme du comportement. Alors, elle est pratique parce qu'elle est courte, mais vous vous doutez bien que si j'ai mis qu'il y a une définition courte, c'est que juste derrière, il y en a une qui est un peu plus longue. Alors, on insiste sur un élément très important, c'est la motivation, c'est en fait un mot valise. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a trouvé des outils qui permettent de mesurer la motivation qu'on a prouvé pour autant que la motivation existe. On est dans le même cas que les tests pour l'intelligence. D'accord ? On a plein de tests d'intelligence. Ce n'est pas parce qu'on a ces tests-là, qui même psychométriquement sont tout à fait valides, que pour autant on a prouvé que l'intelligence existe. Par contre, ça a un aspect très pratique, parce que vous savez qu'un concept sans nom, c'est comme une valise sans poignée. Et donc, nos collègues nord-américains parlent d'un concept umbrella, un parapluie, qui permet d'englober. Pour ma part, je m'intéresse plus particulièrement à ce que j'appelle le collectif individuellement motivé, c'est-à-dire à comprendre, parce qu'avec Fenouillet, on considère que la motivation d'un groupe, c'est un truc qui, sur un plan même de définition de la motivation, ne peut pas être considéré comme tel. En fait, ce qui fait la dynamique d'un groupe, c'est les convergences des motivations individuelles des individus dans un groupe. Ça rejoint la définition de David Hatchwell sur l'idée que finalement la forme du collectif, c'est pas un préalable. En fait, c'est les résultats des actions individuelles. Alors, la théorie de la motivation, alors déjà, vous allez pouvoir dès à présent considérer que la motivation, on peut mettre au moins un S, voire au moins 101. Le gros intérêt du travail de Fabien Fenouillet a été de modéliser, dans un ouvrage maintenant assez reconnu par la communauté, 101 théories de la motivation, parce qu'il a gardé un côté un peu enfantin, donc il s'arrêtait à 101. Puisque maintenant on sait qu'il en a même encore davantage. Dans un dernier échange avec lui, il me disait qu'on était probablement entre 150 et 170 théories de la motivation, qui sont toutes scientifiquement valides, certaines étant spécifiques à des domaines très particuliers. Alors, l'ouvrage et son travail a consisté à classifier en fait ces théories de la motivation en 7 ensembles conceptuels. Donc là, vous retrouvez après les Dalmatiens les 7 nains qui arrivent. Donc, et on peut considérer, mais vous avez énormément de choses qui fonctionnent avec 7. Vous savez que
les 7 piliers de l'auto-formation chez Philippe Carré, et puis l'étape de la loi, etc. Donc 7, c'est un truc qui marche bien quand on veut installer les choses dans le décor. Alors, ces 7 ensembles conceptuels, alors pour ma part, je considère qu'en fait, ça pourrait constituer une métathéorie de la motivation, à savoir qu'en fonction des motifs primaires ou secondaires et des prédictions de réussite, vous allez vous décider ou pas à agir. Et si vous décidez à agir, vous allez adopter une stratégie qui va influer sur le comportement et l'atteinte d'un résultat. C'est une façon de voir les choses. Alors parmi ces 7 ensembles conceptuels, vous avez un endroit qui est particulier, c'est la décision. C'est vraiment un certain nombre, vous avez énormément de théories autour de la décision. Et ce qui permet en fait de distinguer, si on veut faire les choses plus simplement, d'un côté, donc motivation, si on le prend au sens le plus étymologique et le plus anglo-saxon, pardon, le move to action, qui fait que ce sont toutes les théories qui vont, à un moment donné, permettre de définir si on va agir et si on va se décider à le faire. Et puis vous avez de l'autre côté les stratégies qui, elles, sont, une fois que j'ai décidé d'agir, pourquoi je continue. Et là, on est davantage sur des stratégies volitionnelles. Volition, on peut retenir, c'est tout ce qui va entretenir la volonté. Vous voyez bien que, par exemple, entre la décision de s'engager en formation et d'aller s'inscrire, par exemple si je fais une reprise d'études, et puis ensuite d'y aller à chaque cours tout le temps, c'est pas tout à fait pareil. Vous voyez, la décision de m'inscrire par exemple pour une pratique sportive, et puis le fait d'y aller régulièrement, c'est pas du tout les mêmes ressorts et c'est pas les mêmes théories qui vont expliquer ces différents éléments. Alors bien sûr, les motifs vont expliquer l'orientation vers un résultat. Les prédictions vont aussi agir sur le comportement et sur les résultats. L'ensemble se combine, ça c'est l'ensemble du modèle intégratif de Fenouillet, j'insiste pas là-dessus. Mon idée aujourd'hui, c'est de vous présenter 3 cadres, c'est-à-dire les motifs, et on va rejoindre la théorie des besoins psychologiques de base. Donc c'est la théorie de Dossi Ryan, la théorie de l'autodétermination, pour ceux qui connaissent. Les prédictions, on va être sur l'auto-efficacité, donc c'est la théorie d'Albert Bandura. Et puis le résultat, c'est donc l'autotélisme, le flow, et là on sera sur la théorie de Csikszentmihalyi. Alors c'est simplement comme je vais prendre la présentation de chaque théorie dans le modèle intégratif, vous voyez, je le mets sous une forme réduite, où vous retrouvez motifs primaires, secondaires, prédiction, décision, stratégie, comportement et résultat. Ce qui me permet de présenter la première théorie dont je vous ai parlé tout de suite, c'est-à-dire dans la théorie de l'autodétermination, voilà, les besoins, donc qui sont des motifs primaires. Donc dans la théorie des besoins psychologiques de base, pour ceux qui s'en souviennent, c'est la 4e mini-théorie de la théorie de l'autodétermination, qui maintient que de façon innée, les humains tentent à avoir 3 besoins. Alors tout à l'heure, on en avait davantage qui étaient évoqués. Moi, je parle des besoins strictement psychologiques, puisque vous savez maintenant que pour ceux qui évoquent les besoins les plus fondamentaux, le niveau de la pyramide de Maslow s'est ajouté d'un nouveau niveau qui est quel est le code du Wi-Fi, hein. D'accord ? Voilà, mais moi je m'intéresse qu'aux besoins psychologiques. Donc, 3 besoins. Le besoin d'autonomie, alors qu'on peut interpréter aussi par autodétermination, le besoin de compétence et le besoin de relations sociales. Alors, je vais insister, parce que je sais que le mot autonomie est quelque chose qui peut crisper. Il faut surtout tordre le cou à l'idée que l'autonomie, c'est l'indépendance. Et je rappelle aussi que l'éducation à l'autonomie, c'est une marge de liberté progressive dans un environnement structuré. Parce que si vous éduquez vos enfants dans une autonomie vision post-68 hard, vous avez grande chance quand même d'en faire soit des dictateurs, soit des terroristes. D'accord ? Et on en a déjà suffisamment pour l'instant qui s'expriment, donc c'est pas la peine d'en rajouter sur la planète. Donc cette autonomie, c'est en fait surtout le besoin de sentir qu'on est à l'origine ou à la source des actions. Ensuite, la compétence, donc le sentiment d'efficacité sur son environnement. Pour Dossi Ryan, pour énormément de chercheurs en sciences humaines et sociales, le besoin de comprendre, de connaître est un besoin vital. Depuis justement qu'on a besoin de savoir si le bruit qu'on a entendu, c'est un bruit qui annonce un danger imminent. Donc depuis l'aube de l'humanité, ou savoir si là où on va c'est dangereux, est-ce que ça brûle ou est-ce que ça brûle pas, est-ce qu'on peut se noyer, il y a des choses aussi basiques que ces choses. Est-ce que ça se mange ou ça se mange pas, c'est aussi des choses importantes. Et puis le besoin d'être en relation aux autres. Alors ce qui
faut bien voir, c'est que De Seraya ne vendent le paquet complet en disant que les 3 besoins sont indissociables. Ils ont certainement raison, puisque c'est ce qui a fait leur notoriété. Mais l'autonomie, si on y réfléchit 2 secondes, ben, cette autonomie sans un environnement social, en fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'indépendance. Et donc, quelque part, l'éducation, vos enfants, par exemple, sont autonomes, ou vos élèves, ou les élèves sont autonomes, dans la mesure où ils arrivent à trouver les limites qu'il ne faut pas franchir par rapport à des contraintes liées à un environnement social. Donc, quelque part, l'autonomie sans l'environnement social, ça n'a pas beaucoup de sens. La compétence, ben écoutez, je ne voudrais pas vous embêter, mais si vous êtes la seule personne à croire que vous êtes compétente et que les autres n'en sont pas sûrs, c'est pas rassurant. C'est soit que vous n'êtes pas compétent, soit que vous n'êtes pas au bon endroit. Hein. Donc, quelque part, la compétence, c'est une reconnaissance sociale. D'accord ? Une reconnaissance sociale, et cette reconnaissance sociale, sans un contexte social, finalement, elle ne se fait pas. C'est ce qui me permet de dire que des 3 besoins psychologiques de base, et je pense que je rejoins tout à fait ce qui a été évoqué en introduction, c'est cette nécessité de sentiment d'être accepté et reconnu par des personnes qui respectent nos choix, même s'ils ne les partagent pas exactement, ce qui va renforcer l'autonomie, hein, ou le besoin d'autonomie, et des personnes qui, à certains moments, vont nous renvoyer qu'on est compétent. Et ça, cette reconnaissance-là, il faut savoir que c'est cette absence de reconnaissance dans les organisations, c'est une première source de mal-être. Hein. Donc le besoin d'être reconnu comme quelqu'un de compétent, comme un sujet sachant, et dans un environnement social, d'où le jeu de mots du début. Ah, ben, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de jouer avec mon ordinateur, c'est pas gentil. Il y a quelqu'un qui veut se jumeler avec mon ordinateur. Je sais qu'il faut beaucoup de relations sociales, mais généralement pas le premier soir, quoi. Donc excusez-moi. Donc le sentiment d'appartenance sociale est l'un des meilleurs déterminants de la motivation optimale dans un contexte institutionnel. Alors moi je mets travail, jeu, études, jeu, puisque je travaille aussi sur tout ce qui est jeu sérieux, jeu à vocation utile, et notamment qui participe à la formation professionnelle ou en situation de travail ou en situation d'éducation formelle. Donc si vous voulez, pour faire vite, si on reprend le schéma intégratif de Fenouillet, les besoins, notamment l'appartenance sociale, vont déterminer l'orientation vers un résultat. Deuxième théorie, donc celle de Bandura, l'auto-efficacité. Alors j'ai mis la définition qui est un peu longue, que vous pourrez relire autant que vous le voudrez quand vous aurez le diaporama. Pour le dire très vite, en fait, la définition de Bandura consiste à considérer que on a peu de chances de s'engager dans une tâche si on pense qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour la réaliser. Et les ressources, bien sûr, ça peut être des ressources physiques, ça peut être des ressources intellectuelles, ça peut être aussi des ressources institutionnelles. Je prends pour exemple l'un d'entre vous qui a déjà réussi, ou l'une d'entre vous qui a déjà réussi un certain nombre de tâches ou d'actions dans un contexte particulier, dans un établissement particulier, ou dans une académie, ou dans une circonscription. Le jour où il change d'endroit, eh ben, il s'aperçoit que là, ça ne va pas être possible, quoi. En tout cas, pas tout de suite. Hein, donc c'est quelque chose qui est vraiment la traduction de est-ce que je pense que j'ai... C'est pour ça qu'on est dans le champ des prédictions, des croyances, hein, mais des croyances d'efficacité qui sont très importantes sur le comportement. Parce que si j'y crois pas, je ne vais pas y aller. D'accord ? Je ne vais pas m'engager. Alors ce qui est important aussi, c'est que le sentiment d'efficacité personnelle, l'auto-efficacité, pardon, peut être personnelle comme collective. Alors collective, ça veut dire qu'en fait, c'est pas le groupe qui pense qu'il est efficace, c'est comment moi je pense que le groupe est une ressource qui permet de réussir. Hein ? Et la somme, le sentiment d'efficacité collective, c'est pas la somme des sentiments d'efficacité personnelle des individus qui sont dans un groupe. Si je reprends un exemple très simple, c'est peut-être du mal à le croire, mais quand j'étais plus jeune à l'école primaire, j'étais vraiment très petit, très chétif. Et franchement, quand il y avait des équipes à faire pour le sport, j'étais toujours celui qui était choisi en dernier. Donc ça veut dire que moi j'arrivais avec des gens qui étaient forts et mon sentiment d'efficacité collective était très élevé, puis ceux qui venaient m'accueillir dans leur équipe, leur sentiment d'efficacité collective d'un seul coup, il était devenu très bas. Hein. Vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un groupe, le sentiment d'efficacité collective, comme le sentiment d'efficacité personnelle, peut être tout à fait fluctuant. C'est une perception individuelle.
Ça, je vais passer parce qu'on n'y arrivera pas. Alors, donc pour dire que dans l'auto-efficacité, c'est-à-dire là, on est bien dans le champ des prédictions, vont déterminer l'engagement. J'en arrive à la dernière théorie que je voulais évoquer avec vous ce matin, qui est donc la théorie de l'autotélisme, le flow. Alors moi j'utilise plutôt autotélisme parce qu'en fait quand j'ai dû faire un cours pour la Téléuniversité du Québec à Montréal, ils ne voulaient pas qu'on mette l'anglicisme et flux, ça ne m'allait pas bien. Donc je mets autotélisme, ce qui permet aussi de jouer un peu sur autodétermination, auto-efficacité, autotélisme. Comme ça donne une certaine unité de présentation de l'ensemble des théories qui m'intéressent. Oui, donc, pardon. Ici, on est donc sur quelque chose qui se situe entre comportement et beaucoup les résultats, surtout. Donc, le père de l'autotélisme, Mihail Csikszentmihalyi, vous avez une façon de pouvoir le dire qui est juste là, donc qui est le père fondateur de la recherche empirique sur les déterminants psychologiques de l'expérience subjective positive. Au moment de la création de la psychologie positive par Martin Seligman en 1999, Martin Seligman déclara lui-même qu'il est l'inspirateur, que Mike Csikszentmihalyi est l'inspirateur de la psychologie positive et que Seligman en est lui le porte-parole, c'est-à-dire celui qui l'a rendu, comment dire, qui lui a donné une certaine notoriété, simplement d'ailleurs en accrochant le nom. Voilà. Je vais passer assez vite, mais c'est pour vous dire que les travaux ont commencé dès les années 70 et qu'en fait le principe à l'époque c'était d'équiper des personnes. Donc ces premières études, il y avait entre 2 et 3 000 personnes qui étaient équipées d'un beeper qui sonnait aléatoirement pratiquement toute la journée. Parce que dans la description en anglais, ils disent jusqu'à 23 heures et des fois plus tard. Donc, et dès 6 heures du matin. Et les gens devaient noter sur un petit carnet en fait ce qu'ils étaient en train de faire et avec qui ils étaient en train de le faire. Et surtout, un certain nombre de questions pour savoir comment ils se sentaient, s'ils étaient heureux, malheureux, des émotions positives, négatives, etc. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'issue d'une semaine, certaines personnes pouvaient avoir rempli jusqu'à 50 pages d'un carnet. Et la collecte de l'ensemble, je ne voudrais pas dire trop de bêtises à la fois, a permis, dans la première expé menée par Csikszentmihalyi et ses collègues, de récupérer 70 000 pages qui avaient été renseignées par 2300 personnes. Et c'est l'analyse de l'ensemble de ces traces qui en fait permettait de reconstruire le scénario d'une journée. Et c'est à partir de ces données empiriques que Mihail Csikszentmihalyi a commencé à travailler sur les effets notamment de l'attention, le fait que les gens à un moment donné sont concentrés sur une tâche. Alors pourquoi je me permets d'insister là-dessus? Parce que quand vous entendez psychologie positive en ce moment, notamment en France, vous avez des tas de gens qui vous parlent d'un truc qui n'a rien à voir avec la science. Et sur quoi je veux insister, c'est que le point de départ, c'est de la recherche fondamentale. Et c'est de la recherche fondamentale sur des données massives. Et ça, c'est quelque chose qui va marquer tout le champ de recherche de la psychologie positive, qui s'inscrit résolument dans le champ de la psychologie scientifique contemporaine. Donc la définition du flow, et c'est pareil, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que vous aurez sur la diapositive, c'est juste pour vous dire que si jamais un jour vous voulez l'utiliser en tant que personnel d'encadrement, je vous recommande d'utiliser celle-là puisqu'en fait c'est une définition de consensus qui a été élaborée au sein du réseau européen des chercheurs sur le flow. Alors il se trouve que je suis le premier francophone à avoir été coopté dans ce réseau. Et mes collègues me demandent instamment de faire en sorte que cette définition de consensus puisse diffuser, y compris en France, et si possible dans cette version. Voilà. De toute façon, comme il y a très peu de versions françaises de la définition du flow, comme vous n'avez pas encore de mauvaises habitudes, vous voyez, autant profiter de celle-là. D'accord ? Voilà, donc on retrouve tous les éléments essentiels, notamment l'implication, le sentiment d'absorption, le fait d'être confronté à des tâches dont les exigences sont élevées et que les personnes perçoivent cet équilibre entre les compétences et les exigences de la tâche. Et puis surtout le fait que ça a d'importantes répercussions sur le développement personnel, tout au long de la vie. Alors, on parle d'expérience autotélique. Alors, les collègues qui sont notamment profs de lettres savent, ou qui ont été profs de lettres, pardon,
savent que c'est aussi utilisé comme style littéraire, notamment dans la poésie. Hein. Si on pense à certains poètes, moi je ne suis pas un spécialiste, mais comme René Char par exemple, ou quelquefois Baudelaire, voire Verlaine, c'est produire de la poésie pour le plaisir de la poésie, sans forcément penser à raconter une histoire, comme on peut peindre pour le plaisir d'utiliser de la couleur. Et là, l'idée de l'autotélisme, c'est le fait que c'est le bien-être procuré par la tâche en elle-même. C'est-à-dire que la récompense, c'est le bien-être qu'on a pendant qu'on pratique la chose. D'accord ? Alors, on se doute bien que ça nécessite une absorption totale. Hein. Ça veut dire que, par exemple, celui qui est en train de grimper, là, ben, il n'est pas en train de penser à sa compagne ou son compagnon qui l'a laissé tomber, sinon il va tomber aussi. Peut-être pas non plus à ce qu'il a à manger dans le frigo, etc. L'image que j'apprécie particulièrement, c'est celle de l'enfant qui lit, hein, qui est profondément dans son histoire, et finalement même qu'on va avoir du mal à déplacer et qu'on n'entendra peut-être pas pendant un temps relativement long. Alors le premier modèle, il a été défini de cette façon-là, hein, entre l'anxiétude et l'ennui. C'était d'ailleurs le titre du premier ouvrage de Csikszentmihalyi. Je ne vais pas y rester très longtemps, je vais plutôt vous présenter sous la forme du cadran. En fait, il faut imaginer qu'on a d'un côté les compétences et de l'autre côté les exigences de la tâche. Et en gros, si vous n'avez pas beaucoup de compétences et que les exigences de la tâche augmentent, vous allez passer de l'apathie à l'inquiétude à l'angoisse. Si vous avez peu d'exigences et que vous avez beaucoup de compétences, vous allez passer de l'apathie et l'ennui à la détente. Quand on est ici, on est au niveau du contrôle, c'est-à-dire qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts. Alors, excitation, il faut le prendre comme incapacité à s'organiser. Hein. Dans le Nord, on a un terme, c'est foufelle, c'est-à-dire désordonné. On n'arrive pas à organiser ses idées. Hein. C'est pas le même type d'excitation que celle que certains d'entre vous pensaient. C'est plutôt quelque chose de beaucoup plus désorganisé. Alors, on a un certain nombre d'étapes dans le flow qui sont décrites, et il faut savoir que les premiers travaux ont été notamment menés sur le flow chez les sportifs. Et donc, c'est notamment Jackson qui a travaillé, Sue Jackson, en Australie, qui a travaillé là-dessus, et à partir de questionnaires après activité posés à des sportifs, notamment des sportifs de niveau, plusieurs milliers de sportifs, ce qui a permis d'établir finalement cette série de dimensions que je ne vais pas vous détailler ici parce que je m'aperçois qu'on n'aura pas le temps non plus. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que quand on a travaillé avec Csikszentmihalyi et mes collègues, on a d'abord distingué ce qui est de l'ordre des conditions d'apparition du flow et des effets du flow. Et notamment, ah ben non, vous n'avez pas encore la couleur, excusez-moi, les effets du flow. Donc les trois derniers domaines sur lesquels je vais insister, c'est l'absence de préoccupation à propos du soi, l'altération de la perception du temps, qui est quelque chose, par exemple si vous faites de la recherche sur Internet ou autre, vous êtes dans une activité, c'est un des premiers éléments dont on perçoit a posteriori, c'est oh zut, je ne pensais pas que j'allais passer autant de temps, et le bien-être procuré par l'activité. Ces trois éléments sont pratiquement systématiquement ressentis en termes d'effet. Par contre, quand on a travaillé sur ce qui se passe en contexte éducatif, on s'est aperçu que l'ensemble des 6 étapes précédentes étaient beaucoup plus confuses, parce que contrairement à un sportif de haut niveau dont l'entraînement métacognitif fait qu'il est en capacité de se souvenir a posteriori de l'ensemble des étapes par lesquelles il est passé pour corriger notamment son placement, dans une activité d'apprentissage, c'est beaucoup plus diffus, beaucoup plus confus, pardon. Je perds beaucoup de temps. Oui, c'est pour dire qu'au départ, l'absorption cognitive, c'était considéré uniquement, c'est la définition d'Agarwal et Karahana, sur l'absorption cognitive provoquée par les interfaces numériques. Et donc, en échangeant avec elles, parce que ce sont 2 chercheuses nord-américaines, j'ai convenu et elles ont accepté qu'on pouvait étendre cette définition en fait à tout ce qui est lié à un engagement profond focalisé sur une volonté de comprendre, que ce soit avec ou sans les environnements numériques, puisque finalement les personnes qui sont concentrées sur un écran, c'est pas juste parce qu'elles ont l'œil attiré par l'écran, c'est parce qu'elles cherchent à comprendre comment ça marche. Et donc finalement cette extension de la définition, pour nous, je
je dirais, pédagogue, enseignant ou formateur d'enseignants au cadre de l'éducation, est beaucoup plus intéressante puisqu'elle dépasse simplement l'activité devant un ordinateur. Alors, j'ai dit qu'on allait faire un peu de science. Donc, comme je vous disais, moi je suis quelqu'un qui est massivement quantitatif. C'est-à-dire qu'on a mené une étude où on a comparé avec un questionnaire qu'on a mis au point et l'échelle de Flow qu'on a construite pour 853 élèves de collège et 4560 étudiants dans un MOOC, Massive Open Online Course, les cours massivement ouverts en ligne. Alors je montre le schéma tel quel, mais finalement le plus important c'est de voir surtout ça. La structure noyau. Si vous regardez bien, alors c'est peut-être pas évident parce que vous êtes un peu loin, en fait vous voyez qu'il y a exactement la même structure pour des collégiens ou pour des adultes en formation libre dans un dispositif, avec la dimension 1 qui est le contrôle cognitif, des deux côtés, avec la dimension 2 qui est l'immersion et l'altération de la perception du temps, la dimension 3 qui est l'absence de préoccupation à propos du soi, qu'on retrouve des deux côtés, et la dimension 4 qui est en fait le bien-être procuré par la tâche. Alors j'insiste juste pour dire que les quantités de données nous permettent de construire un modèle en piste causale, c'est-à-dire que vous avez des flèches qui indiquent, et qui sont valides, les étoiles ici indiquent la marge d'erreur possible. Donc quand vous avez 3 étoiles, c'est que la marge d'erreur est inférieure à 1 pour 1000, donc on est en sciences humaines sur quelque chose de très robuste. Et en fait, si vous regardez, vous avez pratiquement à peu près les mêmes forces, les mêmes coefficients qui permettent d'expliquer l'enchaînement des différents éléments. Donc on va considérer maintenant que l'absorption cognitive, en fait, c'est 3 ensembles. C'est-à-dire que vous avez le contrôle cognitif, l'immersion et l'altération de la perception du temps, l'absence de préoccupation à propos du soi, c'est ce qui fait l'absorption cognitive. Et un effet ultime qui est le bien-être procuré par la tâche. Par contre, sur un plan, je dirais, beaucoup plus pratico-pratique, la condition pour déclencher cet effet, ces 3 effets, c'est le contrôle cognitif. Alors c'est un truc assez classique, c'est notamment l'équilibre entre le défi et les compétences, donc la qualité de la consigne, tout ce qui est lié à la rétroaction, tout ce qui est lié au feedback, tout ce qui est lié à des éléments qui vont permettre de rassurer la personne sur le fait qu'elle va pouvoir s'engager ou pas dans une tâche. Et donc c'est un côté très pratico-pratique, même pour mettre en œuvre. Ça c'est facile. Enfin, ça marche des fois. Donc vous retrouvez finalement les 4 dimensions, avec la dimension 1, contrôle cognitif, et puis les 3 autres dimensions qui sont des effets. Donc c'est ce qui nous a permis de mettre au point, et c'est une exclusivité française, parce qu'en fait il n'y avait aucune échelle de mesure du flow en contexte éducatif, même au niveau international. Juste un titre indicatif, il m'a fallu une dizaine d'années pour arriver à construire cet outil, avec pratiquement une dizaine d'études successives, puisque les premières tentatives, j'avais intégré à peu près entre 60 et 80 items, donc ce qui rendait l'échelle totalement inutilisable, mais il fallait passer par là pour épurer progressivement. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur comment on construit un outil psychotechnique, jusqu'au moment où on est tombé donc sur un nombre de dimensions 4, on les trouve toujours, et avec un nombre d'items tout à fait raisonnable pour organiser des répliques, et surtout, comme vous l'avez vu juste avant, cet outil qui permet d'avoir systématiquement la même structure, d'accord, et qui fonctionne aussi bien, je dirais, avec des adolescents. Alors, on a testé sur des élèves de cycle 3, mais il faut vraiment qu'ils soient bons lecteurs, c'est un peu compliqué, mais sinon, collège, lycée, à l'université, et y compris sur des adultes, aussi bien dans l'éducation ou au travail, ça marche très bien. Et à chaque fois, on tombe sur la même structure. C'est d'ailleurs ce qui fait que Naik Csikszentmihalyi a accepté d'être co-auteur de cet outil, puisqu'en fait, il n'y en avait pas avant, et il apporte sa caution scientifique. Ce qui fait que l'outil est en cours de traduction dans différentes langues, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, il y a des Tchèques qui sont intéressés, des Hongrois, etc. Donc on retrouve bien les 3 dimensions qui sont l'absorption cognitive, qui sont liées à l'état de profond engagement focalisé sur la volonté de comprendre, avec comme sans l'usage des technologies numériques. Donc si je résume, l'autotélisme, d'après le schéma de modèle intégratif de Fenouillet, donc vous avez une condition qui est le contrôle cognitif,
qui va déclencher deux effets qui sont l'immersion et l'altération de la perception du temps et l'absence de préoccupation à propos du soi, qui constituent l'absorption cognitive. Cette absorption cognitive va avoir pour effet le bien-être, et le bien-être fait qu'on va rechercher à renouveler l'expérience, et donc on va avoir l'intention de recommencer. À ceci près, c'est que pour ressentir le flow la fois suivante, si vous êtes sur le même niveau de difficulté, vous êtes dans le contrôle, et donc vous ne ressentez pas le flow. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un veut ressentir le flow dans une activité, il va de plus en plus souvent, progressivement, augmenter, je dirais, soit le défi, soit la difficulté. Et c'est ce qui fait qu'il va progresser. Et arriver à un moment donné, le flow, c'est sentir qu'on progresse. Et c'est pour ça qu'on va s'accrocher dans une activité, c'est parce qu'on ressent cette émotion quand on progresse. D'accord ? Et finalement, la récompense du flow en éducation, c'est sentir qu'on comprend. Et si vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez compris quelque chose quand vous étiez élève, avec un peu de chance, vous avez à nouveau le frisson qui revient. Et si vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez vu dans la tête des élèves les yeux qui brillent parce qu'ils ont compris, vous avez aussi ce frisson qui peut revenir. Et c'est pour ça que certains enseignants se donnent énormément de mal pour faire leur préparation. Parce que c'est un moment qui est totalement magique. Pour ceux qui ont eu la chance de le vivre au moins une fois dans leur vie. Pour les autres, ben, on les plaint beaucoup. Donc, si je résume, on a donc trois théories qui vont éclairer des points de vue qui ne sont pas les mêmes. Dossi et Ryan vont nous expliquer que les besoins, notamment l'affiliation, déterminent l'orientation. Bandura va nous dire que les prédictions, l'auto-efficacité déterminent l'engagement. Et Csikszentmihalyi va nous dire que finalement, les résultats, le flow, détermine la persistance et l'envie de recommencer la tâche. Et donc maintenant, ben, l'idée, c'est comment on assemble tout ça, parce que jusque-là, je vous ai cassé les pieds. Mais vous vous dites à quoi ça sert. Vous avez raison. Donc, je vous propose le modèle perspective sociale conative, puisqu'en fait, je m'intéresse aux raisons du comportement. Hein, c'est pour ça qu'on est dans le conatif. Et la part des autres dans cette persistance. Donc, pour pouvoir réaliser ce travail, je vous ai dit, hein, je suis massivement quanti. Donc, j'utilise des échelles et des outils psychométriques, soit qui sont valides, soit qu'on a construits spécifiquement pour ça. Donc, vous avez ici... C'est pour ça que je rejoins tout à l'heure les deux critères qui ont été évoqués, qui est QRI, qualité des relations interpersonnelles, et ACC, le sentiment d'acceptation. Et puis là, on est en pleine phase, exactement de la même façon. Ce que j'introduis, c'est une distinction qui est la qualité des relations interpersonnelles. Alors R, quelque part, c'est ceux qui sont responsables. Donc, quelque part, c'est un peu vous. Hein? Un peu vous. Alors, ça pourrait être aussi R, les enseignants par rapport à leurs élèves. Hein? On est d'accord ? Mais ça pourrait être aussi, R, ça pourrait être un recteur ou une rectrice, par rapport à ses corps d'inspection, par exemple. Hein, vous voyez, ça fonctionne. R, c'est ceux qui sont responsables dans des conditions, alors j'ai mis de travail, d'études ou de jeu, hein, ça marchera pareil. Sentiment d'acceptation. Alors, vous avez d'un côté le petit A, c'est ceux qui ont à apprendre, à travailler ou à jouer ensemble. Hein. Et donc, on va s'intéresser à ces outils qui ont été élaborés par Valran et son équipe à l'Université de Montréal il y a déjà quelques temps. Ensuite, on s'intéresse au sentiment d'efficacité personnelle, au sentiment d'efficacité collective, donc à partir de l'échelle de Schwarzer à Jérusalem. Et puis, vous avez les 4 dimensions du flow à partir de l'outil que je vous ai décrit juste avant. Et voilà le schéma. Alors vous êtes un peu loin, mais en gros, vous allez voir qu'on retrouve tous les éléments. Hein, c'est-à-dire que vous avez la zone verte qui correspond à la théorie de Dossi et Ryan, la zone rose, alors je ne sais pas si on voit bien, mais c'est la théorie de Bandura. Et puis vous avez la zone ici, lilas, qui correspond en fait à la zone de Csikszentmihalyi. Et puis la dimension qu'on introduit, qui est l'absorption cognitive, parce que c'est finalement ce que l'on cherche à provoquer, que ce soit chez les élèves ou chez les enseignants, ou chez les corps d'inspection quand on est recteur ou rectrice. Alors le point de départ, qualité des relations interpersonnelles avec les responsables. Alors c'est ça aussi qui est important dans le modèle, c'est que vous ne pouvez pas motiver les gens, mais vous serez les premiers responsables du fait qu'ils peuvent ne pas l'être. C'est ingrat. C'est comme ça. On ne peut pas motiver les gens, mais on peut les démotiver très vite. Vous en avez peut-être fait l'expérience, hélas. Donc la qualité des relations interpersonnelles ressenties par rapport à vous va faire que les personnes auxquelles vous adressez vont se sentir acceptées par vous.
Alors, je le dis par vous, parce que vous êtes là, mais on ferait la même chose avec des enseignants, hein, vous voyez, avec des élèves, il faut le garder en tête. Ce qui va avoir la qualité des relations interpersonnelles perçues va avoir un effet. Alors, bien sûr, toutes les flèches que je présente là correspondent à des modèles. Alors, l'ensemble n'a pas été testé en une fois, mais à chaque fois, la flèche correspond à au moins une ou plusieurs expériences qui ont été renouvelées. Ce qui me permet de pouvoir affirmer le sens des flèches. On n'est pas sur des corrélations, on est vraiment sur des causalités. Hein. Donc la qualité des relations interpersonnelles va jouer sur la qualité des relations perçues par rapport à vous, va jouer sur la qualité des relations interpersonnelles pour ceux qui ont à apprendre ou à travailler, qui va aussi jouer sur l'ambiance finalement entre les collègues ou entre les élèves. D'accord ? Le sentiment d'acceptation par rapport aux responsables de la situation de travail, d'éducation ou de jeu va jouer un rôle important sur le sentiment d'efficacité personnelle. Et le sentiment d'acceptation par rapport au pairs, aux collègues, va lui jouer sur le sentiment d'efficacité collective. Alors bien sûr, le sentiment d'efficacité personnelle joue aussi a une influence sur le sentiment d'efficacité collective. Et dans certaines études que j'ai pu mener, j'ai pu mettre en évidence que le sentiment d'efficacité collective avait un effet plus important que le sentiment d'efficacité personnelle sur le contrôle cognitif. Ça, c'est un phénomène très important, parce que, en gros, ça veut dire que les personnes vont sentir que le défi est plus facilement accessible parce que le groupe dans lequel ils sont est une ressource. Et donc, vont prendre plus facilement le risque de s'engager dans une tâche plus complexe que s'ils n'avaient été seuls. Alors, ça semble une évidence. L'intérêt, c'est que là, je vous donne la source qui vous permettra de pouvoir en parler sereinement. Ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est potentiellement possible, ça ne marche pas tout le temps, hein, parce que si le collectif n'est pas assez fort. Mais donc, le contrôle cognitif va avoir un effet sur toutes les dimensions du flow, notamment sur le bien-être procuré par l'activité. Et ce que j'ai pu mettre en évidence dans d'autres études, c'est que ce sentiment de bien-être procuré par la tâche, il rejaillit aussi sur le sentiment d'efficacité collective, qui lui-même va renforcer finalement le flow. Et c'est comme ça que vous trouvez dans certains établissements ce qu'on pourrait appeler une dream team. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les collègues entre eux sont tellement boostés par le collectif qu'ils en viennent à travailler. D'ailleurs, j'aurais pas le temps de le dire, mais ça peut même être préjudiciable à leur santé, tellement ils vont s'y mettre. D'accord ? Et donc vous avez ce que j'appelle cette boucle volutionnelle du sentiment d'efficacité collective, et qui fait qu'à chaque fois, alors si c'est en classe, ça marche aussi, hein, et à chaque fois ça va renforcer finalement l'absorption cognitive et la concentration sur la tâche. Et ce qui fait qu'à un moment donné, le temps n'est plus un prétexte à ne pas faire. Parce qu'en fait, on est complètement pris dedans. On n'a pas peur de proposer des choses qui pourraient paraître surprenantes parce que... J'ai presque fini. Parce que finalement, l'absence de préoccupation à propos du soi fait qu'on n'a pas peur d'exposer des choses au sein du groupe qui pourraient être reprises et qui pourraient favoriser sa créativité. Alors, la seule chose que je voulais indiquer, c'est qu'il n'y a rien de magique. C'est-à-dire que ça, vous ne pouvez pas le créer. Si ce qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir la qualité des relations personnelles et surtout le sentiment d'acceptation, qui est un truc fondamental, ne sont pas réunis. Si vous n'assurez pas les besoins psychologiques de base. Alors, si vous voulez, l'idée, c'est de terminer en disant « Ok, on a dit c'est la posture éthique, et c'est vrai. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas seulement un problème d'éthique. Ce n'est pas seulement un problème, comment dire, philosophique. C'est aussi une nécessité pour que ça fonctionne. C'est pas juste pour faire joli ou pour être gentil, c'est ça que je veux dire. D'accord ? Voilà. Donc, en sus de soutenir le flow, l'environnement optimal d'apprentissage doit à minima permettre de conforter le besoin d'autodétermination, enfin, je dirais les besoins psychologiques de base, le sentiment d'efficacité personnelle comme collectif, et c'est à partir de là que vous pourrez peut-être effectivement enclencher la persistance à vouloir comprendre, apprendre, travailler, jouer ensemble et assurer le bien-être psychologique des personnes dont vous êtes responsable. Bon, après, il y avait des tas de gros mots, donc là, j'arrête. Donc là, c'était un modèle qui est un modèle théorique, qui a déjà été répliqué dans plein de contextes différents, variés. Et bien évidemment, c'est avec beaucoup de plaisir que je partagerai ce modèle pour essayer de l'adapter
avec celles et ceux d'entre vous qui seraient intéressés pour essayer de mettre en œuvre, pour en faire un outil de pilotage de la qualité de vie ou du bien-être, etc. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles, au-delà de venir visiter ma famille en Bourgogne, je vais profiter aussi de l'instant pour être devant vous aujourd'hui. Mais ça, je ne vais pas le faire. C'est pas ce que je voulais afficher. Et donc, je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Probablement pas. Le maître du temps nous dit non. Voilà. Je voulais juste afficher ça pour terminer. Voilà. Juste pour dire, ce sera la fin, c'est que apprendre, c'est rarement une partie de plaisir, mais comprendre, ça peut être totalement jubilatoire. Et comme d'autres plaisirs, c'est encore plus jouissif à plusieurs. Merci.